Alors évidemment, cette chose a provoqué la révolution islamique. Et la révolution islamique, c'est un exemple de ce que j'appelle l'effet barricade, c'est-à-dire que quand vous agressez un pays au point où on l'a fait entre 1953 et 1979 par rapport à l'Iran, quand vous instaurez un régime fasciste, il faut dire, complètement vendu à l'étranger, ben vous ne devez pas vous étonner s'il y a une révolution, et cette révolution est violente, et cette révolution va s'opposer à vous, et le faire dans des formes que vous n'aimez pas, que moi je n'aime pas spécialement, mais j'y vois un contre-coup de la politique américaine antérieure. Vous pouvez le voir aussi dans l'histoire de la Chine, par exemple. Je pense que l'histoire de la Chine, de la révolution chinoise, de l'isolement que la Chine a eu à l'époque de Mao Tse-tung, est en grande partie une riposte, une réaction au viol, si on peut dire, de la Chine à l'époque des guerres de l'opium, du sac du palais d'été, de toutes les guerres impérialistes qu'on a menées contre la Chine au XIXe siècle, au début du XXe siècle, de l'invasion japonaise, etc. Après tant d'invasions et d'ingérences sur leur sol, les Chinois, évidemment, ont réagi par une période assez grande d'isolation et, à mon avis, aujourd'hui encore, même s'ils sont ouverts sur le reste du monde, ils ne sont pas prêts à devenir nos valets ou à nous envisager avec une sympathie excessive. Et c'est la même chose d'une certaine façon avec tous les pays qui sont décolonisés, avec les pays d'Amérique latine. Il y a toujours une réaction à nos politiques. Et donc il y a un premier aspect donc, de l'impérialisme humanitaire, si vous voulez, qui est les dépenses militaires, l'incroyable gaspillage que représentent ces dépenses répandues un peu partout dans le monde. Et l'autre aspect, c'est les effets que ça a sur d'autres, de renfermement, de défense, de militarisation de leur propre société, de répression de la dissidence dans leur propre société, parce que, inévitablement, les dissidents iraniens, chinois, russes dans le temps, etc., surtout quand ils sont soutenus par l'Occident, sont vus, à tort ou à raison, comme des agents de l'étranger, par conséquent, sont réprimés en tant que tels dans la mesure où il y a des conflits avec l'étranger, un peu comme chez nous, évidemment, les gens qui sont trop opposés, aux États-Unis particulièrement, les gens qui sont opposés à la guerre sont réprimés pour leurs opinions, et donc vous engendrez ce genre de dialectique. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est tout le temps oublié et qu'il faut tenir en compte, et on ne peut pas comprendre la réaction des autres pays si on ne se met pas dans cette idée d'effet barricade, et que si nous croyons que eux sont des menaces, alors que doivent-ils dire eux concernant nous comme menace? Il y a quelque chose de... Quand j'écoute le discours des défenseurs de l'OTAN, je me dis toujours qu'il y a quelque chose d'incroyablement irréaliste, dans ce sens qu'on a l'impression que, de leur point de vue, ils sont tellement convaincus de la bonté intrinsèque de leur mission, de la bonté intrinsèque de leurs actions, qu'ils s'attendent à ce que même les gens qui sont bombardés par eux, même les gens qui sont victimes de leurs agressions, les voient comme eux se voient eux-mêmes. C'est quelque chose de tout à fait délirant, mais quand vous écoutez les gens de l'OTAN, ils n'ont pas la moindre idée que des porte-avions américains au large des côtes chinoises, au large des côtes iraniennes, des menaces contre l'Iran, des troupes en Afghanistan, des troupes en Irak, etc., un bouclier antimissile déployé contre la Russie, tout cela doit être vu par le reste du monde de façon favorable, exactement comme nous le voyons, et comprendre que, bien entendu, nous ne cherchons que la paix, la coopération, l'ouverture du commerce, etc., etc. Alors, je pense que vous avez d'énormes problèmes, mais je voudrais passer à un autre point qui est celui de la stratégie actuelle de l'OTAN. Je pense que beaucoup de gens en Occident, lors de la fin de la guerre froide, ont pensé qu'il y aurait, comme on disait à l'époque, un dividende de paix, c'est-à-dire qu'on démilitariserait nos sociétés et que l'on apaiserait les relations internationales, puisque la menace, qui à mon avis était surfaite, mais enfin ça c'est une question historique qu'on n'est pas obligé de débattre, la menace du pacte de Varsovie avait disparu. La menace de soviétique, etc., etc. La Russie, sans l'Union soviétique, sans les pays de l'Est, etc., n'allait pas lancer des guerres de conquête en Europe de l'Ouest qu'elle n'avait jamais faites à l'époque soviétique et à l'époque où elle contrôlait les pays de l'Est. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, Gorbatchev a eu l'assurance que l'OTAN ne s'étendrait pas à l'Est. La première chose qu'ils ont fait, c'est s'étendre à l'Est, aller jusqu'aux portes de la Russie, et maintenant ils insistent, malgré le refus ukrainien, pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. La Géorgie risque de rejoindre l'OTAN. Ce sont des pays qui sont
en Ukraine, il y a une grande opposition au fait de rejoindre l'OTAN parce qu'une bonne partie de l'Ukraine, en fait, est proche des Russes. Bon, comme le Canada est proche des États-Unis, pourquoi pas, je veux dire, ce sont des pays limitrophes et qui ont été longtemps voisins ou unis. Et la Géorgie, c'est différent. Là, il y a une hostilité vis-à-vis de la Russie, mais justement, c'est peut-être ça qui cause un problème si il faisait partie de l'OTAN. Et il y a cette insistance de vouloir absolument amener l'OTAN le plus possible aux portes de la Russie. Alors évidemment, ça c'est une première idée de l'OTAN. Alors les dirigeants de l'OTAN disent que leur histoire pendant la guerre froide et après a été un grand succès, mais ils sont, à mon avis, à la recherche d'une légitimité. Puisque la légitimité qui, à mon avis, était surfaite, mais les avait justifiées pendant la guerre froide, c'était la défense contre la menace soviétique. Je ne sais pas quelle légitimité ils ont depuis que cette menace n'existe pas, qu'il n'y a pas de menace russe réelle, etc., etc. Alors il faut qu'ils aient il y a une espèce, à mon avis, il y a une inertie bureaucratique, renforcée évidemment par les lobbies militaro-industriels, mais une inertie bureaucratique qui fait que cette immense bureaucratie, avec ces intellectuels qui gagnent leur vie plus ou moins dans ces environnements, étant payés par eux, les scientifiques qui sont payés par eux, enfin, il y a énormément de gens qui ont un intérêt à la survie de l'OTAN, et ils trouvent une motivation à la survie de l'OTAN dans l'ingérence humanitaire, dans l'ingérence en dehors des limites des pays de l'OTAN, qui étaient initialement, la mission de l'OTAN étant de défendre ces pays. Maintenant, la défense se fait en Somalie, elle se fait en Afghanistan, elle se fait au Yémen, elle se fait un peu partout dans le monde. Alors, là, il y a quelque chose une menace, si vous voulez, très grande, parce qu'il y a le bouclier antimissile. On veut déployer un bouclier antimissile, soi-disant contre l'Iran, qui n'a pas d'armes nucléaires, qui n'a pas de missiles, donc il n'y a aucune raison de penser que s'ils avaient une arme nucléaire, elle serait autre que dissuasive, et dissuasive par rapport aux États-Unis et à Israël, principalement à Israël. Et donc il n'y a aucune raison de penser que l'Iran, s'ils avaient des armes atomiques et des missiles, nous attaquerait, nous, Européens. On veut néanmoins mettre un bouclier antimissile soi-disant contre eux, mais situé aux portes de la Russie, enfin proche de la Russie, en Pologne et en Tchécoslovaquie, ce qui n'a aucun sens, et les Russes comprennent ça très bien comme étant une arme qui va, en principe, permettre de récupérer la possibilité d'une première frappe de la part des États-Unis par rapport à la Russie, ce qui est de la folie à l'état pur, mais l'idée c'est que si on a un bouclier antimissile, ça veut dire que vous rendez inopérant les armes atomiques de l'adversaire, donc vous retirez à l'adversaire sa capacité de dissuasion, et par conséquent, vous récupérez la possibilité de faire une première frappe sans risquer de contre-attaque. Évidemment, si vous vous mettez dans cette situation-là, vous menacez l'adversaire qui, lui, compte sur son arme de dissuasion pour se protéger, comme la France le fait, comme d'autres pays le font, comme la Chine le fait, et donc, évidemment, vous engagez une nouvelle course aux armements. Le New York Times, par exemple, à propos du sommet de Lisbonne, écrit que vous devez, on va tendre, il dit que Obama veut tendre vers un monde sans armes nucléaires, mais où les États-Unis gardent une capacité de dissuasion. C'est-à-dire que les autres pays n'ont pas à avoir d'armes nucléaires, mais les États-Unis, comme ils sont le souverain bien, qu'ils n'agissent que pour la démocratie, etc., et que les autres n'ont qu'à voir les choses comme eux-mêmes se voient évidemment, eux, ils peuvent garder une arme de dissuasion, et puis les autres, ils n'ont qu'à désarmer. C'est de la folie à l'état pur. Ça n'a pas marché en 1945. En 1945, ils avaient l'arme atomique. Les soviétiques ont proposé qu'on internationalise l'arme atomique de façon à ce qu'il n'y ait pas de course aux armements. Les Américains ont dit non. Les soviétiques ont construit une arme atomique. Après, les Chinois en ont construit, les Français, etc. Et la course aux armements va continuer. Ils mettent en péril à terme, c'est vrai, l'humanité ou une bonne partie de l'humanité, parce qu'il y a un refus des pays les plus armés de désarmer. Si les pays qui sont en tête de la course ne veulent pas cesser la course continuera, il ne faut pas se faire d'illusions. Si Israël a des armes atomiques, l'Iran voudra en avoir un jour, les pays arabes voudront en avoir un jour, il ne faut pas se faire d'illusions, et ils y arriveront un jour. Et donc on est dans une situation où il est absolument urgent de diminuer les tensions, de diminuer l'armement,
tous les problèmes écologiques, par exemple, tous les problèmes économiques, tous les problèmes globaux dont on parle sans arrêt, appellent des solutions non militaires, pas des solutions militaires, parce que les solutions militaires ne pourraient marcher que si on arrivait à imposer notre volonté au reste du monde. Et ça, justement, c'est ce que les Américains ont démontré en Irak et en Afghanistan. Les Américains ont démontré qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Quand j'ai écrit le livre en 2005, j'avais un autre point de vue que je n'ai aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas que j'ai changé d'avis dans le sens où je me serais trompé, je dirais plutôt que maintenant la situation est encore moins discutable qu'elle n'était en 2005, parce qu'en 2005, j'avais l'impression que les Américains étaient par Américains, je veux dire les États-Unis, étaient plus puissants qu'ils ne sont réellement, et étaient plus capables d'imposer leur volonté au reste du monde, ou moins à certaines parties du monde qui ne le sont. Il faut se rendre compte que la guerre en Afghanistan, malgré les cris de triomphe de l'OTAN, c'est pas un grand succès. Ils sont là depuis 2001, ça fait presque 10 ans qu'ils sont en Afghanistan, 9 ans, et ils n'ont toujours pas gagné. Il n'y a aucun signe qu'ils ont gagné, il n'y a aucun signe qu'ils font des progrès. Ils n'arrêtent pas de dire « Ah, mais maintenant, les talibans sont à bout, ils sont dans un dernier retranchement, etc., etc. » Mais pourquoi ça continue? Quand il y a eu la guerre en 2001, on nous l'a vendu en disant parce que c'est toujours le mythe de la Deuxième Guerre mondiale qui ressort tout le temps, c'est voilà, la victoire contre le fascisme vert. Je me rappelle très bien, Bernard-Henri Lévy, il dit « Ah, voilà, ils ont détalé ces talibans qui étaient admirés par la rue arabe, etc., etc. Et ils se sont enfuis lâchement, et bon. Mais ils sont toujours là. Quand il y a eu la fin de la guerre, le 8 mai 1945, il n'y a pas eu pratiquement, en tout cas pas en Europe occidentale, de résistance fasciste à la défaite du fascisme. Il n'y a pas eu de... C'était terminé. Si les talibans, c'est le fascisme vert, comment se fait-il que 9 ans après leur défaite officielle, ils sont toujours là, on les combat toujours, on envoie des renforcements pour les combattre? Ça n'a aucun sens. C'est que, moi je ne sais pas ce qui se passe en Afghanistan. Personne ne sait très bien ce qui se passe en Afghanistan. On ne peut pas faire confiance à la presse, et c'est très difficile de le savoir. Mais on peut quand même avoir des indications, si vous voulez, à partir de comptes rendus dissidents par rapport à la grande presse, si vous voulez. Moi, je ne suis pas certain du tout de ce qui se passe, mais je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas si on est en train de faire une guerre à des gens qui ont été vaincus en 2001 et que la guerre dure plus longtemps que la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et pratiquement aussi longtemps que la guerre du Vietnam. Alors, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne colle pas dans le récit dominant. C'est intéressant de voir que, par exemple, le 2 novembre, dans le Guardian de Londres, une madame qui s'appelle Milahai Joya, qui a été une femme élue au Parlement afghan en 2005, a écrit un article en demandant aux Américains de s'en aller. Donc ça, c'est une femme afghane qui a été élue au Parlement, qui se plaint de la situation des femmes en Afghanistan, mais néanmoins, elle dit que Obama a promis le changement et l'espoir, mais les Afghans ont vu seulement des changements vers ce qu'il y a de pire. Et il dit que Karzai n'a aucune légitimité, que les élections sont bidons, etc., etc. Et donc ça, c'est un article déjà assez intéressant de quelqu'un qui est une des victimes pour laquelle nous nous battons, soi-disant.